Ole mara bana bana bala tumiga demam tanali diga onenam. Chers amis de la radio Cocorico International, bonsoir. Tabada jamna damte to koyel onenam. Chubaloji kosam tenenam ya la jono. Ok. Il y a des problèmes? Ok. Vous pouvez démarrer maintenant, Ben Yahya. C'est Ben Yahya qui vous revient dans sa chronique hebdomadaire. La chronique d'aujourd'hui portera sur les grandes théories de la démocratie représentative. La représentation n'est pas qu'un développement par les élites de la souveraineté populaire, c'est-à-dire au contraire l'émergence d'une véritable volonté démocratique. Ce sera la deuxième question à laquelle nous allons tenter de répondre. Tout d'abord, les origines de la démocratie représentative. Selon Gordon Wood, l'expression a été utilisée, donc la démocratie représentative, pour la première fois par Alexander Hamilton en 1777 dans une lettre au gouverneur Maurice. La Révolution américaine, donc c'était pendant cette période, contrairement à la Révolution française, n'a pas fait l'expérience d'un conflit dramatique entre souveraineté populaire et représentation et a sans doute fourni le premier effort décisif de dissocier la démocratie des modernes et celle des anciens, c'est-à-dire la démocratie représentative de la démocratie pure. Afin de marquer la séparation et d'éviter toute confusion, les leaders américains ont préféré utiliser le terme républicain pour caractériser leur gouvernement populaire. En tous les cas, le terme démocratie représentative était utilisé de manière plus systématique au début des années 1790, en particulier par Keynes, Condorcet et Thiers, dans les bases de l'ordre social déjà en 1794. Thiers opère une distinction intéressante entre deux interprétations du gouvernement représentatif, dont une seule démocratique, même si les deux sont fondés sur le principe des élections. Ces deux interprétations sont applicables à des territoires importants et fortement peuplés, mais la première consiste à faciliter les rencontres partielles
dans les localités diverses. Tandis que la seconde consiste uniquement à nommer des députés à une assemblée centrale. Ainsi, selon Thiers, la première ne peut résulter en une volonté générale, unique, parce qu'elle donne voix aux citoyens vivant dans les localités. Semblable en cela au modèle proposé par Condorcet, ce qui nous intéresse ici, c'est que Thiers comprenait très bien la distinction entre différentes formes de gouvernement représentatif. La représentation démocratique a en face de lui la démocratie représentative. La représentation comporte bien des éléments démocratiques, en particulier la possibilité pour tous les citoyens de demander des comptes aux représentants à la fin de leur mandat et de les congédier si leur performance au pouvoir n'est pas jugée satisfaisante. Ces éléments démocratiques sont réels et importants. La thèse est que la représentation ne comporte pas seulement des éléments démocratiques. La représentation est aussi un gouvernement par des élites qui ne sont pas strictement tenus de réaliser les vœux de leur mandat. Ainsi, le gouvernement représentatif combine des éléments démocratiques et des éléments non démocratiques. C'est pourquoi on caractérise comme une forme de gouvernement mixte en s'inspirant de l'idée de constitution mixte des anciens qui remonte à Aristote et à Polybe, donc à la Grèce antique. Décrire les démocraties représentatives modernes uniquement comme des systèmes dans lesquels le peuple ou souverain ou s'autogouverne de manière indirecte obscurcit la nature mixte de tel système. Le gouvernement représentatif n'a jamais été une forme simple de gouvernement. Il a toujours été complexe et composite. En outre, au cours des dernières décennies, des institutions qui ne faisaient pas partie de l'arrangement initial se sont implantées dans un nombre de démocraties représentatives. Par exemple, les cours constitutionnels exerçant un contrôle de la constitutionnalité des lois et des agences indépendantes non élues. L'essor de ces institutions a rendu le caractère mixte de démocratie encore plus difficile. C'est pourquoi on ne peut pas voir le Conseil athénien, qu'on appelait le boulet, comme un corps représentatif. Les sources dont nous disposons identifient l'Assemblée avec le peuple d'Athènes, mais elles n'identifient pas la boulée et le démon, soulignant ainsi que le Conseil n'était pas perçu comme le représentant du peuple. La boulée était simplement une magistrature collégiale. Le lieu de la représentation politique, c'est là où les lois sont faites. En ce sens, les érudits et les leaders politiques du XVIIIe siècle reconnaissent que les modernes avaient introduit quelque chose que les anciens ne connaissaient pas. Peut-être la révolution constitutionnelle anglaise du XVIIe siècle a-t-elle été une étape importante dans la construction du gouvernement représentatif. Le passage de la sélection à l'élection ou l'institution d'une compétition ouverte pour les positions législatives a représenté un tournant crucial dans la construction de la représentation politique. Le gouvernement représentatif exige d'être relié
aux élections et d'avoir trait au pouvoir législatif. Ces deux éléments combinés nous amènent à dire que le gouvernement représentatif est le gouvernement des modernes. Entre-temps, il y a eu l'émergence du concept de la représentation. Les historiens nous disent qu'elle commence au Moyen Âge au sein de l'Église. Dans ce cas aussi, la question était de résoudre le problème du lien entre le centre et la périphérie. L'Église cherchait à représenter la communauté de toute la chrétienté. La représentation était utilisée comme une manière d'unifier le peuple ou de relier le vaste corps des croyants. Au Moyen Âge, fut avancée l'inscription de la règle du contrat. Les communautés religieuses et laïques acceptèrent toutes deux que la décision portant sur la nomination au pouvoir soit régulée par la loi publique et comme l'écrit Autobière, cette nomination impliquait que tout pouvoir de type politique devait représenter la communauté tout entière. Cependant, Pierre Maffay écrit dans une étude comparative et historique sur les formes républicaines de gouvernement datant de 1736 que les Romains pratiquaient déjà la représentation afin de donner voix aux nombreuses nations de l'Empire. Il fait référence à Tacite, qui dans sa Germania décrit les formes de représentation et les institutions parlementaires utilisées par les tribus germaniques afin d'exprimer leurs revendications auprès du Sénat romain. La représentation était dans ce cas une manière de relier les diverses parties du vaste territoire de la République par une sorte de système fédéral. Les origines de la représentation sont sans aucun doute à chercher au Moyen-Âge dans le cas de l'Église et celui des villes dans leur relation au roi ou à l'empereur. L'idée était d'envoyer des délégués ayant pouvoir de lier ce qui les envoyait. C'est là que se trouve l'origine de la représentation. Une communauté donnée donc, déléguée des membres, ayant le pouvoir de lier ce qui les avait nommés. C'est le cœur de la notion de représentation. Ensuite, la technique a été transférée à d'autres contextes et utilisée à d'autres fins. C'est là qu'intervient le rôle de Hobbes, qui est un grand penseur dans cette histoire. Hobbes, ce penseur anglais, a utilisé la stratégie de la représentation d'une manière nouvelle et importante afin de créer l'État souverain. La représentation est pour lui un moyen de légitimer le souverain absolu, tout en retirant du pouvoir au peuple, qui n'est que sujet. C'est une manière intéressante de légitimer l'autorité politique, tout en ôtant du pouvoir au peuple. La représentation est une fiction qui crée le souverain absolu. Hobbes articule peut-être
avec une figure particulière